Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact spécial sécheresse. Tous les jours cette semaine, on pose le constat, les enjeux, les solutions, les leçons à tirer de cet été caniculaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Vincent Caillot, président de Veolia Water Technology. On verra quelles solutions existent pour permettre aux entreprises et notamment à l'industrie de consommer moins d'eau. Le débat de ce Smart Impact, il portera sur ces ambassadeurs de la sobriété que la Première ministre demande aux entreprises de créer. Est-ce forcément une bonne idée? Ces postes existent-ils déjà? Réponse tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, la start-up du jour, c'est Urbasense qui propose un capteur connecté pour diminuer la fréquence des arrosages en ville. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Vincent Caillot, bienvenue. Vous êtes donc le président de Veolia Water Technology, spécialiste du traitement de l'eau, c'est ça votre métier? C'est ça, exactement ça. Merci, bonjour, merci de votre accueil. Veolia Water Technology, en effet, c'est le bras armé technologique de Veolia. Donc nous accompagnons nos clients sur leurs 3 défis majeurs autour de l'eau. Le défi de la ressource, l'eau potable, l'eau de process pour les industriels, le dessalement, la qualité, évidemment la qualité de l'eau usée que l'on va rejeter à l'environnement, mais aussi la qualité de l'eau potable, la qualité de l'eau de process selon les besoins de chaque industrie. Et enfin, le 3e enjeu, c'est l'enjeu de l'efficacité, sa consommation d'eau, son impact environnemental au sens large, l'énergie, les émissions de gaz à effet de serre, etc. Ouais. Donc ça passe par quoi? Ce sont des usines de traitement de l'eau que vous fabriquez, que vous Alors nous concevons ouais. et fournissons des technologies pour nos clients. Et ces technologies, ça peut être des petites technologies qui vont avoir la taille d'une machine à café jusqu'à des grandes usines complètes de dessalement ou de traitement des eaux usées ou de fourniture d'eau potable qui vont être des installations très très larges. Ouais. Si on parle des équipements plus petits, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez vous adapter à chaque entreprise, à chaque collectivité. Dans quel cas on est dans la machine à café et puis comment on monte en puissance en quelque sorte? Oui, alors la taille va plutôt dépendre du débit, du besoin en quantité de chacun de nos clients. Et vous avez raison sur l'adaptation. Nous savons nous adapter. On a à peu près 2000 brevets déposés autour des technologies de l'eau. Donc nous pouvons nous adapter à chaque type d'eau entrante, à chaque type de pollution, aussi bien qu'à chaque type de besoin. Les besoins de la microélectronique en termes d'eau ultra pure ne sont pas les mêmes typiquement que les besoins dans l'agroalimentaire. D'accord. Alors on va assez rapidement, parce qu'on est dans une semaine spéciale sécheresse dans ce Smart Impact, faire le constat de sécheresse qui se multiplie. Vous le faites vous aussi dans vos métiers? Absolument. Alors le sujet de la raréfaction de la ressource eau, il n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est la prise de conscience en Europe et en Europe occidentale et en particulier en France. Schématiquement, on avait plutôt l'impression que c'était le problème d'autres pays. On est plutôt bénis des dieux. On avait des experts de l'Académie de technologie qui nous disaient en France, on a quand même, par rapport à l'eau, on est un peu bénis des dieux. C'est en train de changer un peu? Absolument. Et l'été 2022 nous l'a rappelé cruellement. Ça a démarré en mai. Les premiers arrêtés sur les limitations de prélèvement sont en mai en France, et puis l'été, vous l'avez vu, a été de plus en plus difficile. Mais les années précédentes avaient aussi donné des signes de difficulté, donc ces sujets sont là, et aujourd'hui ils sont extrêmement urgents. Le réseau d'eau potable français, il a été déployé autour de la première moitié du XXe siècle. Est-ce que ça veut dire, je voudrais qu'on dise un mot quand même des fuites d'eau, ça veut dire que les fuites d'eau, c'est une fatalité? Les fuites d'eau existent, mais ce n'est pas une fatalité. Et Veolia travaille beaucoup sur ce sujet pour limiter les fuites d'eau, améliorer au sens large l'efficacité des réseaux de distribution. Mais là, on touche des sujets de sobriété. Avant d'imaginer des solutions technologiques compliquées, commençons à travailler sur notre consommation d'eau. C'est les réseaux, vous avez totalement raison, c'est l'efficacité, les fuites dans les réseaux, mais c'est aussi les consommateurs individuels et aussi les consommateurs industriels, travailler sur leur consommation d'eau, travailler sur leurs besoins, le suivi. Pour cela, on les accompagne, on leur donne typiquement des outils digitaux qui leur permettent de suivre au jour le jour et d'améliorer leur consommation. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a des consommations inutiles et qu'on peut les réduire? Oui, absolument. On peut travailler sur des consommations de façon à réduire typiquement... C'est quoi une consommation inutile?
C'est de l'eau qui part au rejet, typiquement, que l'on pourrait réutiliser. On travaille beaucoup sur ces sujets-là avec nos clients. Je pense à des clients de l'agroalimentaire qui ont réduit leur ratio eau entrante sur eau produite au travers de soda, typiquement, ou de jus, par un rapport 10. Donc là, on est dans la notion d'une réutilisation, notamment réutilisation des eaux usées. Est-ce que c'est possible dans tous les secteurs, pour toutes les entreprises ? C'est possible dans tous les secteurs, pour toutes les entreprises, absolument, avec des solutions technologiques qui vont dépendre à la fois du type d'eau usée que l'on va devoir réutiliser et du type d'eau de process dont on a besoin dans l'industrie considérée. Mais la technologie, elle est là pour l'ensemble des applications. Est-ce qu'il y a parfois un blocage, j'allais dire psychologique ? Est-ce que vous devez vaincre ce blocage psychologique ? Alors, il y a deux blocages principaux autour de la réutilisation des eaux usées. Le premier, vous le mentionnez, c'est le blocage psychologique ou le blocage culturel, un lien très particulier que l'on a vis-à-vis de l'eau, de la pureté de l'eau. Donc, se dire que l'on va réutiliser de l'eau usée pour des besoins industriels, mais pour aussi, in fine, peut-être la boire dans certaines applications. C'est vrai que c'est un challenge culturel que d'autres pays, je pense à la Namibie, je pense à Singapour, ont vaincu à travers d'éducation, de pédagogie, Et le deuxième obstacle, au moins en France, il est normatif. C'est-à-dire que le cadre réglementaire pour permettre la réutilisation des eaux usées, même avant de l'inciter, n'est pas là. Et c'est un appel. C'est-à-dire qu'on peut le faire ou c'est très compliqué de le faire à cause du cadre réglementaire, c'est ça ? Absolument. Aujourd'hui, c'est très compliqué de le faire à cause du cadre réglementaire en France. Il y a une tribune, il y a quelques jours, d'Estelle Brachlianoff, directrice générale de Veolia, un appel aux autorités pour mettre en place rapidement un cadre réglementaire clair, pérenne et incitatif pour permettre la réutilisation des eaux usées. Ça voudrait dire quoi ? C'est incitatif, ça veut dire donner soit une sorte de prime aux collectivités ou aux entreprises qui mettraient en place ces systèmes-là. Quand vous dites incitatif, ça veut dire Alors quoi ? le mot prime est intéressant parce que aujourd'hui, la réutilisation des eaux usées pour une entreprise, c'est pas tant un sujet de coût ou d'optimisation de ses coûts. C'est davantage un sujet d'être en capacité de continuer à opérer, de continuer à avoir de l'eau pour produire. Il est bien là le sujet, et notamment dans des périodes de sécheresse comme on a connu cet été. Donc il n'est pas tellement autour du coût, le sujet, il est autour de permettre, et pourquoi pas encourager, et pourquoi pas forcer, comme ça se passe dans certains pays, les entreprises à prévoir, les industriels à prévoir des installations de réutilisation de leurs eaux. Ces réglementations, elles existent ailleurs, c'est ce que vous nous dites ? Oui, ces réglementations, elles existent par exemple ailleurs. Alors, on cite souvent Israël. Israël réutilise à peu près 90% de ses eaux usées, mais moins loin de nous, l'Espagne est à 10%. C'est intéressant parce que c'est des pays où le stress hydrique est plus historique, plus important, et donc les solutions, il a bien fallu les inventer, quoi. Absolument. Quand on se retrouve face à la nécessité de résoudre des conflits d'eau, parce que le sujet il est là, des agriculteurs, j'ai des consommateurs individuels et j'ai des entreprises, j'ai un conflit d'eau, je dois le résoudre, et réutiliser les eaux industrielles est une manière simple, peu coûteuse et technologiquement disponible aujourd'hui. Maîtrisée depuis longtemps. Absolument. Je voudrais qu'on parle des solutions technologiques que vous proposez avec un exemple très concret, que c'est celui de Nestlé. Vous travaillez avec Nestlé, notamment dans plusieurs pays étrangers. Qu'est-ce que vous leur proposez ? C'est quoi les solutions technologiques que vous avez mises en place ? Alors, on a accompagné Nestlé dans 3 pays différents. C'est une démarche globale chez Nestlé de réduire sa consommation d'eau sur des sites de production de lait en poudre et d'autres produits laitiers. Chine, Mexique, Afrique du Sud, Chine, c'est ça ? Mexique, Afrique du Sud, absolument. Dans leur processus industriel, on récupère des eaux de lait qui s'appellent donc des eaux polluées. On les retraite avec des procédés de filtration peu basique, filtration membranaire en aval, de façon à pouvoir les réintroduire dans le processus industriel, avec un résultat qui a été très considérable. Et ça représente quoi en termes d'économie d'eau ? J'imagine que vous l'avez modélisé, ça. Oui, on l'a modélisé. Autour de Nestlé, on est autour de 30%. On a récemment travaillé avec
une brasserie en Belgique, où là on a réduit de 25% leur consommation d'eau. Ouais. Si on doit dire, il nous reste une petite minute, un mot de conclusion sur la philosophie peut-être globale. On parlait avec des experts de stratégie à long terme de la gestion de l'eau. C'est des questions qu'on ne sait pas assez poser dans notre pays ? On se les pose trop tard. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que les solutions existent. Donc on a la possibilité d'aller très vite. Ouais. En revanche, il faut la décision, il faut le cadre, comme j'en parlais, et il faut l'implémenter massivement. Merci beaucoup, merci Vincent Caillot, à bientôt sur Bismart. C'est notre débat, on va parler des ambassadeurs de la sobriété tout de suite. Le débat de Smart Impact avec Catherine Brennan, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directrice d'opérations chez Burdeo, cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers à impact positif. Et Dimitri Carbonel, bonjour Dimitri, heureux de vous retrouver sur ce plateau, fondateur de Livosphère, membre du Shift Project, et vous publiez ce livre 2050, Crash ou Renaissance vers une société boule de Guy. Vous êtes déjà venu en parler ici même. On va parler donc de ces ambassadeurs de la sobriété dans l'université du MEDEF. La première ministre Elisabeth Borne a encouragé les chefs d'entreprise à créer ces ambassadeurs de la sobriété. Est-ce que vous dites que c'est une bonne idée ? Nous, on dit que c'est une excellente idée. Oui. Ça démontre l'importance du sujet, la professionnalisation aussi de ces thématiques en entreprise. Donc, c'est une excellente idée. Oui. Quelles pourraient être les missions d'un ambassadeur de la sobriété ? Alors, ça va être des missions qui vont consister à faire le lien entre la direction de l'entreprise et les collaborateurs sur le terrain, sur ces sujets-là, pour identifier éventuellement ce qui peut déjà être fait dans les entreprises, parce qu'elles n'ont pas attendu non plus cette injonction pour démarrer sur le sujet, et embarquer le reste des collaborateurs sur un plan d'action qui va devoir être relativement rapide, et on peut espérer qu'il y aura un effet cliquet, et que ça ne sera pas juste pour passer l'hiver. Qu'est-ce que vous appelez un effet cliquet ? Eh bien qu'éventuellement, les solutions mises en œuvre dans le cas de cette problématique-là immédiate resteront ensuite dans l'entreprise et seront la continuité d'actions que les entreprises ont déjà commencé à mener sur ce sujet d'ailleurs. Oui, pendant que vous parliez, je recherchais un extrait d'article de nos confrères du Parisien aujourd'hui en France qui annonçait que LVMH lance son plan de sobriété, baisse de 10% de la consommation d'énergie entre octobre de cette année et octobre 2023. Voilà, ça va passer notamment par les boutiques, 522 boutiques en France qui sont éteintes entre 22h et 7h du matin, dès 21h dans les sites administratifs, le chauffage ou la climatisation. Je rappelle que éteindre les boutiques, c'est prévu dans la loi depuis pas mal d'années. Dimitri Carbonel, les entreprises, on le voit, elles se préparent déjà à passer l'hiver dans ce contexte de coupure possible, de délestage. Quels conseils on peut leur donner ? Comment elles doivent anticiper ? Alors, effectivement, et puis je veux quand même rebondir sur la partie ambassadeur de sobriété énergétique. On va développer ça, oui. Parce que c'est un point de départ, mais c'est quand même un peu limité. Dans le sens où ça rejoint exactement ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il faut mettre ça dans un plan qui est beaucoup plus global. Parce que si par exemple il y a quelqu'un qui, entre guillemets, va voir les gens en disant écoute, là tu l'as mis à 20 degrés, il faut le passer à 19 ou il faut éteindre les lumières, c'est extrêmement court terme et puis bon, c'est pas très gratifiant pour les personnes. En revanche, si on intègre ça dans une dimension beaucoup plus du ok, on va avoir des pénuries potentiellement d'un certain nombre de matières premières, mais aussi d'énergie ou une augmentation de l'énergie, pas uniquement dans les quelques mois, mais sur les années qui suivent. Comment on va faire ? Et à ce moment-là, aussi de voir avec les personnes sur le terrain quels sont les risques d'avoir potentiellement des coupures d'électricité ou d'augmentation de l'électricité ou d'autres éléments, de voir aussi comment on peut atténuer l'impact et aussi s'adapter à ça. Et ça, en fait, ça demande aussi des transformations même du modèle économique de l'entreprise dans un certain nombre de cas. Oui, alors là, on est effectivement dans une vision et une stratégie à plus long terme. Mais là, bon, alors on est mi-septembre, donc c'est peut-être déjà un peu tard. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Là, on est chef d'entreprise, qui est en train de nous écouter. Il dit, ok, d'accord, moi je veux bien essayer d'enclencher un plan de sobriété pour cet hiver. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Alors, le premier point, c'est d'avoir des éléments de mesure.
et donc de pouvoir définir. Alors il y a un certain nombre de systèmes qui permettent de mesurer l'énergie qu'on va consommer. Ça permet de voir un peu les gros cailloux entre guillemets, ou les points importants où on consomme le plus d'énergie. Et après derrière, moi il y a souvent une matrice que j'utilise. C'est très simple. C'est d'un côté quel est effectivement l'impact ou l'importance effectivement de cette énergie et quelle est la facilité qu'on va avoir à la réduire, le potentiel. Sur quelle partie, où sont les leviers les plus simples à activer, c'est ça ? C'est exactement ça. Et là, on va vraiment commencer par ces axes-là. Et effectivement, c'est important d'aller auprès des nombres de personnes pour aussi voir quels sont les impacts potentiellement négatifs. Je prends un exemple tout simple. S'il y a une machine qui consomme énormément et qu'on achète une nouvelle machine qui coûte 2 fois plus cher mais qui réduit la consommation, c'est peut-être pas très très pertinent. Donc, il faut aussi avoir des retours terrain par rapport à ça et définir quels sont les bons axes à commencer et après derrière de voir les autres axes à long terme. Et je reste avec vous, je vous redonne la parole tout de suite, mais ça peut être efficace en quelques semaines ? C'est-à-dire que, est-ce que là, aujourd'hui, je lance ça le mi-septembre, je peux fin novembre avoir des solutions ? Alors, il y a des gaspillages, donc oui, il y a des solutions qui peuvent se trouver très rapidement, c'est du style, parfois c'est juste du paramétrage. Du bon sens, parfois. C'est du paramétrage d'immeuble. On n'a jamais pensé qu'il fallait simplement changer un petit élément, je sais pas, sur la planification des lumières ou on a l'habitude, par exemple pour le chauffage, on a l'habitude de chauffer à tel degré, y compris durant la nuit. Quelqu'un qui va se dire, je vais regarder un peu ce qu'il en est et ça peut se faire tout de suite. Ça, ce sont des choses qui sont faciles à faire. Et puis après, derrière, il faudra faire les choses plus longues. Catherine Brennan, est-ce que vous avez déjà recruté alors peut-être pas des ambassadeurs de sobriété, mais des chefs de projet sobriété pour des entreprises ? Alors, ça ne porte pas ce nom-là ou ça ne portait pas ce nom-là jusqu'à présent. Mais oui, bien sûr, les entreprises, comme je le disais précédemment, n'ont pas attendu cette injonction pour démarrer sur le sujet. Et il y a aujourd'hui un certain nombre de profils de talents qui travaillent sur des questions énergétiques, surtout dans le bâtiment, surtout dans le secteur industriel. Donc là, je pense qu'on est plus sur ce sujet à essayer d'identifier dans l'entreprise les personnes qui vont vouloir porter ce rôle là immédiatement. Et je voudrais vous donner un exemple si j'ai 30 secondes. Allez-y, prenez le temps. Parce qu'au cours des 2 derniers jours, j'ai beaucoup échangé avec des responsables RSE en leur posant la question de savoir ce qu'ils ou elles en pensaient. Et je voudrais partager avec vous ce que m'a expliqué une responsable RSE d'une entreprise qui a plusieurs sites et qui me disait qu'elle avait créé les chevaliers de la sobriété. Et ça serait sur la base du volontariat de la part des collaborateurs et qu'ils seraient adoubés, pour garder le même registre de vocabulaire, par la direction pour obtenir la légitimité qu'il va leur falloir pour aller embarquer leur pairs. Et elle envisage aussi de distinguer par le biais d'un petit pins pour qu'il soit aussi visible, reconnaissable au sein de l'entreprise. Donc s'appuyer sur des collaborateurs qui ont envie de porter ces sujets-là et qui vont avoir l'opportunité concrètement d'avoir un impact positif rapidement. Oui, c'est intéressant ce que vous dites. On pourrait se dire c'est cosmétique, franchement, on va avoir un pin, etc. Mais ça peut avoir une vraie efficacité si c'est accepté par tout le monde. Et vous disiez adoubé par l'entreprise, parce que ça peut être les enquiquineurs, les ambassadeurs de la sobriété. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, c'est sûr que les personnes qui vont être choisies vont devoir être très motivées et vont devoir avoir un petit peu la peau dure parce qu'effectivement, il va falloir aller convaincre et on va peut-être se retrouver dans la situation où on va vous dire que soit c'est pas le sujet, soit on n'y voit pas grande importance. Donc, oui, il faudra avoir la capacité à convaincre et avoir une certaine pédagogie aussi. Et alors, c'est quoi, pour vous, puis je vais vous poser la même question après, Dimitri, le profil idéal d'un chef de projet ou d'un ambassadeur de la sobriété ? Qu'est-ce qu'il doit maîtriser, finalement, comme dossier, comme notion ? Je ne vais pas pouvoir vous donner une réponse globale parce que ça va dépendre de l'entreprise, de son secteur. Bien Quand sûr. vous êtes une entreprise industrielle, avoir des connaissances en environnement, en énergie, en bâtiment, ça va être important. Si vous êtes en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction de sa maturité déjà sur ces sujets. Mais en tous les cas, il faudra que ce soit quelqu'un qui soit curieux, qui ait envie d'apprendre et de se former peut-être un petit peu sur ces sujets-là, quelqu'un qui va bien connaître l'entreprise, quelqu'un qui va être en capacité d'impliquer les parties prenantes externes autant qu'internes et qui peut-être a un réseau
assez fort dans l'entreprise, mais aussi à l'extérieur pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Parce que là, on n'a pas beaucoup de temps, donc allons chercher aussi ce qui se passe dans les autres entreprises d'un même secteur, par exemple. Vous diriez, Dimitri, peut-être cette vision globale, finalement, des enjeux ? Oui, c'est essentiel d'avoir à la fois cette vision globale transversale et aussi d'avoir la capacité d'être à l'écoute aussi de l'ensemble des collaborateurs pour voir là où c'est pertinent, là où ce ne l'est pas, de voir là où c'est important de le faire ou là où pour le coup il y a des effets de bord. Et après de mettre, et ça aussi c'est comme un rôle de chef de projet ou d'architecte, le capable aussi de voir, de mutualiser les idées. En disant, tiens, il y a tel problème à tel endroit, tel autre problème à tel endroit, il y a peut-être des choses qu'on peut faire au niveau de l'entreprise et de remonter. C'est pas uniquement... c'est ça qui me gêne un peu dans le mot ambassadeur, c'est-à-dire que c'est descendant. Il faut aussi, et c'est les meilleures idées souvent, ça remonte en fait. Surtout quand on a des entreprises multisites, quoi. Exactement. Ou peut-être il y a déjà quelqu'un localement qui a enclenché une solution et qui peut dire, ça marche, ça fait X semaines ou X mois qu'on la teste et ça marche, quoi. Oui, et puis un engagement. Je veux dire que si par exemple vous impliquez le collaborateur, à ce moment-là, ils vont être beaucoup plus envie, effectivement, de passer le message, de s'impliquer, alors que si on dit, non, il faut que tu fasses comme si, ils disent, oui, ok, je vais le faire parce que j'ai pas le choix, mais franchement, j'ai pas envie de le faire. Il y a une dimension de pédagogue aussi. Ah, tout à fait. C'est de pédagogue, d'accompagnement, même d'avoir une vision projet. C'est pour ça que le projet pur sobriété énergétique, c'est pas ce qu'il y a de plus, c'est pas ce qu'il y a de plus engageant, quoi. En revanche, si par exemple on met ça dans une perspective plus globale de l'entreprise est en train de se transformer, on commence potentiellement par la sobriété énergétique, on va essayer de s'adapter, etc. On met ça dans un cadre. Ouais. Mais ça veut dire, je rebondis sur ce que vous évoquiez tout à l'heure, il faut forcément que ce soit quelqu'un en interne. Parce que je voyais passer une petite annonce, chef de projet sobriété, etc. Je me souviens, le salaire annuel, c'était 38 000 €. J'ai retenu ça. Ça vous fait lever les yeux au ciel. Je sais pas. Ça dépend quelle est la taille de l'entreprise, ça dépend de plein d'éléments. Ça dépend de beaucoup de choses. Bref. Mais recruter quelqu'un pour faire ça, s'il n'a pas la connaissance de l'entreprise, c'est peut-être un peu compliqué. Alors vous avez raison. S'appuyer sur quelqu'un qui est dans l'entreprise, ça va être important. Par contre, on peut aussi envisager de recruter des experts pour une mission qui seront immédiatement opérationnels si on a identifié un sujet en particulier. Donc un expert en économie d'énergie, un expert de bâtiment qui va pouvoir venir apporter des solutions qu'il a pu ou elle a pu implémenter par ailleurs. Donc ça peut être intéressant. Après, le recrutement sur le long terme, pourquoi pas. Mais là, dans l'immédiat, s'appuyer sur l'interne et éventuellement faire venir des expertises de l'externe. Dimitri ? Alors, un expert interne peut aussi être intéressant pour un rôle d'architecte. C'est vraiment pour coordonner l'initiative, comment on le réalise. Après, effectivement, il faut qu'il s'appuie vraiment sur des personnes de l'entreprise qui connaissent bien l'entreprise. Donc aussi, on peut avoir cet autre type de fonctionnement. Quelqu'un qui dit, OK, voici la démarche qu'on peut avoir, comment est-ce qu'on peut mettre ça en plan, l'accompagnement, et qui aussi, comme il a un regard extérieur, il est capable d'avoir un esprit qui est plus critique que les autres en disant, tiens, ça c'est peut-être pas une bonne idée de le faire comme ça, on pourrait peut-être le changer comme ça. Après, c'est à l'interne, effectivement, de prendre ces décisions. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus partager vos réflexions autour de ces ambassadeurs de la sobriété. Je rappelle, Dimitri, le titre de votre livre, 2050, Clash ou Renaissance vers une société boule de Guy. On passe à notre rubrique consacrée aux startups, solutions pour économiser l'eau dans nos villes. Bonjour Mickaël Fayot, bienvenue. Vous êtes le cofondateur, directeur général d'Urbasense. Vous l'avez créé en 2015 avec Thomas Bure. C'est quoi l'idée de départ ? Racontez-nous. Alors l'idée de départ, c'est qu'on est des enfants de cette filière des espaces verts, qu'on appelle la filière du paysage, de l'aménagement paysager. Et dans les années 2010, ce dont on s'aperçoit, c'est que cette filière est un peu en peine pour faire sa transition environnementale. Et l'idée toute simple de départ, c'est si on met un soupçon de technologie dans tout ça et pas mal de services d'accompagnement à ce changement, alors on va pouvoir changer les choses. Et la première chose qu'on a commencé à changer, c'est comment on arrose le végétal. Et donc, quelle solution vous avez imaginé et proposé ? Alors, ça peut paraître assez simple, mais en définitive, il manquait le capteur. Le bon capteur, alors qui est un capteur qui s'apparente à un capteur d'humidité du sol, qu'on va disposer au pied des plantations. Et en faisant des relevés souvent, en transformant la donnée, la data qu'on extrait de ces capteurs en information pour le praticien, on arrive à enlever des arrosages qui servent à rien, on arrive à faire de l'arrosage à la demande du végétal,
et à la demande précisément de la racine. C'est-à-dire que la spécificité de notre équipe, c'est d'étudier le besoin en eau aux racines. Et alors ça, c'est assez inédit. Et c'est comme ça qu'on arrive à enlever en général 30 à 70% des consommations en eau. 30 à 70%, la fourchette est large, mais comment on arrive à 70%? Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est de regarder... Ça veut dire que le système précédent, il était voilà, il avait un peu de gabegie, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que quand vous arrosez de façon empirique, et c'est le cas encore aujourd'hui sur une majorité... Par exemple, je vais vous prendre un exemple tout simple, les terrains de sport. Il y a à peu près 20 000 terrains de foot en France qui sont irrigués. Et aujourd'hui, ils sont arrosés de façon empirique. Et la seule manière d'arroser de façon empirique, sans faire mourir le végétal, c'est de trop arroser, tant que vous n'avez pas un outil de mesure. Dès lors que vous mettez un outil de mesure, vous êtes en capacité de répondre précisément aux besoins du végétal. Et c'est comme ça qu'on efface des quantités d'eau considérables en fait, de la consommation. Ce capteur, il est donc... au plus près de la racine, comment ça fonctionne? C'est ça, par exemple, si on continue sur l'exemple d'un gazon, on va mettre quelques capteurs, en général entre 3 et 6, à différentes profondeurs. Et en regardant ce qui se passe précisément à ces profondeurs, on arrive à détecter la présence ou l'absence de racines. Et donc, en accompagnant, ça ne se fait pas tout seul, en accompagnant les personnes qui sont en charge de ces arrosages, on arrive à faire évoluer les pratiques. Vous prenez en quelque sorte le pouls des arbres, on peut dire ça comme ça? Alors oui, c'est complètement ça. Ça se fait soit aux racines, et le petit scoop là, de cette année, c'est qu'on prend précisément l'équivalent du pouls des arbres avec des capteurs, par exemple, qu'on va aller installer dans les branches. Qu'est-ce que ça apporte en plus? Alors ce que ça apporte en plus, c'est des mesures qui étaient impossibles avant, c'est-à-dire qu'avant, concrètement, de façon empirique, on regardait le végétal sans être en capacité de le monitorer. Aujourd'hui, on arrive à capter des informations, des données, pour pouvoir éclairer le praticien, par exemple, sur est-ce que mon arbre se porte bien ou est-ce qu'il se porte mal, et compléter les experts, parce qu'aujourd'hui, vous avez déjà des gens dont c'est le métier, mais de compléter leur savoir-faire, d'être un outil de plus pour les aider à bien décider. Voilà, c'est vraiment ça le sujet. Qui sont vos clients aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est les collectivités qui ont un intérêt majeur parce qu'elles font face à des défis dont on entend parler un petit peu tous les jours, mais pour lesquels donc, on a de plus en plus d'espaces verts, mais avec autant d'argent, pas plus, voire moins de moyens pour gérer cet espace vert supplémentaire. Et donc là, leur défi, c'est précisément de faire plus et mieux avec moins. Et donc, c'est elles principalement les clientes. Et puis après, on a toute une filière, une industrie derrière qui sert cet enjeu. C'était la première ville? C'était où? C'était qui? Alors, il y a eu quelques premières villes. Oui. Il y a eu certaines collectivités qui se sont engagées fortement. Je pense par exemple à la ville, à la métropole d'Angers. Je pense à la ville de Paris. Également, on a en Suisse la ville de Genève qui a accompagné au développement, Aix-en-Provence. Enfin, voilà, c'est quelque chose, je pense qu'il y avait un vrai besoin latent depuis pas mal d'années. Et donc, du coup, en fait, voilà, on a quelques villes, j'en oublie et je m'en excuse si elles m'entendent, mais voilà. Vous avez parlé un développement international qui commence à se mettre en place. Ouais, complètement. La surprise en fait quand on a avancé, c'est qu'on s'est aperçu que ce savoir-faire-là de faire de l'arrosage à la demande, à la racine, en fait personne ne savait le faire ailleurs. Et donc on commence à travailler en Allemagne, en Hollande, en Belgique, en Suisse et même au Maroc sur des terrains de sport. Vous venez de répondre ou de remporter plusieurs appels d'offres? C'est ça, exactement, parce que précisément ces enjeux-là qu'on connaît en France, en réalité ils sont partagés par tout un tas de pays. Et donc cette unicité qu'on a, on essaye de la mettre au service à l'international. C'est quoi les perspectives de développement d'Urbasense? Alors donc il y a bien sûr cette question internationale, mais plus profondément derrière, il y a la transformation de ce qu'on appelle communément les espaces verts en infrastructures vertes. C'est-à-dire qu'on attend aujourd'hui des espaces verts sous canicule en plein mois d'août qui sont en capacité de rafraîchir. On attend sous l'orage qui sont en capacité d'infiltrer de l'eau. Et ça, c'est un enjeu qui est nouveau pour le jardinier et il va falloir l'accompagner parce qu'une des clés pour bien le faire, c'est de mesurer les phénomènes du vivant. Et cette mesure-là, aujourd'hui, on se positionne comme les leaders pour pouvoir accompagner cette transition vers ce qui va s'appeler l'infrastructure verte. Merci beaucoup, c'était passionnant. Merci Mickaël Fayot, bon vent à Urbasense. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Un grand merci à Louise Perrin, à Lily Zalkin, c'est comme ça que ça se prononce, Alexis Oustabassidis, c'est la première fois que je le prononce, donc pardon, et Xavier Sanchez. Salut et merci à tous.